Il y a quelques jours, Jan Brossa, un sénateur communiste, a déclaré en substance que l'idée communiste, l'idéal communiste n'était pas criminogène. Le communisme désigne deux choses à la fois. Il désigne à la fois une expérience historique qui s'est soldée par un échec et il désigne dans le même temps un idéal. Moi, ce que je conteste absolument, c'est l'idée que cet idéal que je défends, cet idéal de justice sociale, la volonté de dépasser le système capitaliste, soit, criminogène en soi. L'objectif de ce podcast que je vais faire en compagnie de mon ami Mos Maiorum est de battre en brèche cette idée, de détruire cette affirmation, de montrer à quel point elle est fausse et qu'au contraire, l'idéal communiste est bien criminogène. Bonsoir Mos. Bonsoir mon cher Radou. Je pense que tu as vu, comme la plupart des gens, que j'avais fait déjà une petite réaction sur cette histoire des victimes avec des guillemets. Et donc c'est un peu l'approfondissement, c'est la version un peu plus longue de cette histoire des victimes. Et j'avais parlé des dénis et je pense que l'histoire de la distinction entre la théorie et la pratique fait partie de ces formes de déni. Donc l'idée de ce podcast pour moi c'est de creuser un petit peu cette forme de déni entre théorie d'un côté qui serait parfaite et pratique de l'autre qui serait maladroite. Parce que c'est un petit peu ça qui est derrière cette affirmation, il m'a semblé en tout cas. Oui, et j'aimerais qu'on aborde ce sujet tout simplement. Enfin, à titre personnel, je suis de plus en plus inquiet par cette montée du négationnisme néo-communiste, on pourrait l'appeler comme ça, ce négationnisme qui est tout à fait symétrique à un négationnisme d'extrême droite vis-à-vis des crimes nazis. Là, on a véritablement une montée du négationnisme d'extrême gauche et il ne me semble pas du tout innocent, il me semble dangereux à la fois pour la France, mais aussi pour les individus séduits par ce discours-là, parce que au-delà des idées et des idéologies, il y a des véritables individus qui adhèrent sans enthousiasme pour certaines idées, et à mon avis, de cette manière-là, corrompent leur esprit, oserais-je dire, corrompent leur âme. Et il me semble important d'essayer d'apporter un modeste éclairage à partir de notre modeste culture sur ces sujets-là. Pour ceux qui ne le sauraient pas, à titre personnel, vous pouvez un peu l'entendre d'après mon accent. Donc, je suis né de l'autre côté de ce qu'on appelait à l'époque le rideau de fer, c'est-à-dire dans la merveilleuse Roumanie communiste de Nicolae Ceausescu. Donc, je n'ai gardé une certaine trace dans mon parler. D'autre part, je suis philosophe et traducteur, comme vous le savez peut-être pas. Nous avons fondé, Mos et moi-même, les éditions Carmin, où nous publions des ouvrages qui vont dans cette ligne de dénonciation de la résurgence du ressentiment, un ressentiment qui me semble être à la racine de ce négationnisme néo-communiste. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, non, tout à fait. Je suis assez d'accord sur la ligne générale. Moi, ce qui m'inquiète, en fait, c'est que je vois passer des tas de gens qui n'ont pas connu de première main ces périodes historiques, qui n'ont pas visité les pays qui en ont souffert et qui se mettent à appliquer des raisonnements qui n'ont littéralement aucun sens. Pour donner un exemple très parlant et très concret, j'ai vu passer aujourd'hui plusieurs mentions des goulags qui étaient relativisées au titre que finalement, en dehors de certaines périodes particulièrement tendu, etc. Le taux de décès n'était pas si élevé que on pourrait le trouver dans des bagnes ou dans autre chose. Et donc, finalement, ce n'est pas si grave. Voilà. Et ces gens qui disent ce genre de choses ont tendance à perdre de vue, d'une part, que l'ampleur du phénomène n'a rien à voir avec 1000 ou 2000 personnes qu'on envoie dans un bagne, que ce soit dans des colonies à la Guyane ou que sais-je, et puis que non plus, en fait, les motivations n'ont rien à voir, que ça n'a rien à voir d'envoyer des gens qui sont des criminels et des meurtriers, et d'envoyer en fait des gens qui n'ont pas commis de crime, puisque c'est précisément de ça qu'on parle quand il s'agit des goulags. Donc il y a tout un tas d'évidences, enfin de quasi-truisme,
qu'on est obligé de reformuler parce que tout simplement, une génération nouvelle est en train d'apparaître, de se politiser, et n'a pas toujours les cartes en main pour comprendre ce qui s'est vraiment déroulé, et elle est un petit peu crédule, comme toutes les jeunes générations qui s'intéressent d'un coup à la politique, et il y a un travail à faire de grande envergure pour, au minimum, l'informer de manière honnête de ce qui a pu se produire par le passé. Voilà. Et donc ça fait partie des ambitions que j'ai pour ces discussions qu'on pourra avoir de manière régulière, parce qu'on vise un format régulier. C'est aussi, on va pouvoir peut-être informer par petites touches le public francophone et surtout peut-être la jeune génération francophone de ce qui s'est vraiment passé dans l'épopée communiste dont Ian Brossa et d'autres, parce qu'on va quand même revenir à lui, sont très pressés de purger tous les éléments qui sont en fait des crimes de guerre, des massacres, des tortures, des charniers, Non, des génocides. Enfin, oui. Non, les pires horreurs comme du XXe siècle ont été accomplies sous l'égide du drapeau rouge. On reviendra là-dessus. Oui, notre démarche, moi je me souviens que lorsque j'étais arrivé en France et que j'étais au collège, j'ai eu la chance de croiser des anciens déportés qui étaient venus témoigner dans mon collège et donc porter une parole vivante qui incarnait et transmettait la vérité d'une époque révolue. Et je suis un petit peu désolé qu'il n'existe pas la même chose un petit peu pour les crimes du communisme, qu'il y ait des grands témoins, en quelque sorte, qui pourraient faire le même travail de mémoire qui a été fait pour le nazisme. Je pense que ça serait tout aussi intéressant et prophylactique, notamment parce que l'idée communiste, elle revient toujours beaucoup plus, à mon avis, que les idées nazies ou néo-nazies. Et pour une raison, à mon avis, psychologique et religieuse, même je dirais, il y a deux raisons. C'est que l'idée communiste, elle s'enracine dans le ressentiment et dans l'envie. Je pense que c'est là c'est là que se trouve sa source, et c'est pour ça qu'elle reparaîtra sans cesse à travers les générations, en fait, sous différentes formes. Donc la volonté d'égaliser, la volonté de tout mettre à bas et de tout d'aplanir les différences sociales. Cette volonté-là ressurgira à chaque fois que, bien sûr, des individus trouveront qu'ils sont mal lotis par le sort, qu'ils sont victimes de la société, victimes d'un système. Et donc, s'ils dépassent un certain nombre de critiques et s'ils se liguent entre eux et s'ils se montent le bourrichon, pour le dire comme ça, ils peuvent finir par détruire ce qu'ils ne peuvent pas avoir, parce que le drame de l'envieux, c'est que ce qui le satisfait n'est pas d'avoir quelque chose, mais de détruire ce que l'autre a, en fait. Et c'est ce micro-drame personnel qui devient un drame cataclysmique et de dimension planétaire quand le ressentiment et l'envie s'emparent de masse humaine, en fait. Et c'est pourquoi, donc, je pense qu'il peut être salutaire de revenir sur cette histoire tragique. Ça peut être une façon de vacciner un petit peu les esprits jeunes contre des sirènes qui les tenteraient enfin, les sirènes de la Révolution. Je dis ça parce que, en fait, le tragique, c'est que ces fameuses révolutions ont souvent, voilà, captivé et capté l'enthousiasme de gens modestes, des gens qui voulaient sincèrement améliorer leur sort, et des personnes qui ont fini par être les premières victimes, en fait, de ces mouvements révolutionnaires. Ceux qui se sont retrouvés au goulag, c'était souvent des sympathisants des régimes communistes, c'était souvent des gens qui avaient soutenu sincèrement Staline, qui avaient sincèrement soutenu Mao. Donc le pire, le plus abject, en fait, dans le projet communiste, c'est qu'il finit par dévorer, en fait, ses propres fidèles, en fait. Et c'est ça que je trouve absolument abominable et véritablement abject, c'est que, en fait, c'est une tentative de séduction de personnes relativement fragiles ou fragilisées
afin de capter leur colère pour un projet qui finira par leur faire le plus de mal, en fait. Oui, en fait, le projet est en importance considérablement plus important que les individus. Et c'est ça, d'ailleurs, qui est une partie de ce qui est incompréhensible, peut-être pour une partie des militants jeunes ne comprennent pas ce phénomène-là, parce qu'ils ont l'impression que tout le discours tient justement à venir en aide à l'humain, à prendre soin de l'autre, etc. C'est qu'en fait, c'est précisément ce problème que le projet d'une société égalitaire est plus important que tous les humains qui la composent, cette société égalitaire, et que, à la limite, s'il fallait transformer le monde en un désert de pierres pour qu'il n'y ait plus une pierre qui dépasse l'autre, eh ben, on transformerait le monde en désert, en fait. Il n'y a pas de finalité autre que celle d'obtenir une égalité parfaite. Et effectivement, au passage, moi j'adore parler d'Aristophane, je pense que les gens qui me suivent depuis un certain temps le savent, mais quand tu dis oui, c'est une idée qui renaît tout le temps, si vous voulez, enfin, bon alors, ok, ça n'a pas été théorisé de la même manière, tout ce que vous voulez, mais vous pouvez déjà sentir les sirènes du communisme dans l'Assemblée des femmes. Je veux dire, honnêtement, ça se rapproche très très fort par certains aspects, et cette idée de mettre en commun pour qu'il n'y ait plus de séparation entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, elle existait déjà 400 ans avant notre ère, en fait. Oui. Oui. C'est là où, en fait, il faut vraiment prendre le taureau par les cornes, c'est-à-dire prendre Yann Brossa par les cheveux et lui dire, en fait, littéralement, non, que l'idéal communiste est criminogène, et je vais tenter de le prouver à partir de quelques éléments qui sont à portée de tout le monde et qui est très facilement compréhensible. Qu'est-ce que c'est que le communisme? Je veux dire, c'est dans le mot même. Le communisme, c'est, comme le dit Marx dans le manifeste du Parti communiste, c'est l'abolition de la propriété privée, d'accord? C'est la formule la plus simple, d'accord? C'est le point commun entre tous les régimes communistes. Tous ceux qui ont tenté d'instaurer le communisme savent très bien, ils ont tous essayé d'abolir la propriété privée, d'accord? Et qu'est-ce qu'il y a, et pourquoi cela mène au crime? Eh bien, parce que abolir la propriété privée, c'est pas quelque chose qui se fait d'un trait de plume, c'est pas quelque chose qui se fait par un décret. L'abolition de la propriété privée, c'est la spoliation concrète d'individus qui possèdent certaines choses. Alors, beaucoup de gens vont se dire, ah ben c'est pas grave, on va prendre des usines à des grands capitalistes, on va prendre les terres à des grands propriétaires terriens, et puis on va redistribuer ça au peuple, et puis voilà, ça va être plus juste, parce que voilà, ça va être une sorte de réforme agraire. Il y a eu des projets comme ça au 19e siècle, le projet de réforme agraire, c'est-à-dire de division des grandes propriétés terriennes en des petits lopins qui pouvaient être travaillés par des individus qui accédaient de cette manière, par des petits paysans, donc de cette manière accéder à la propriété. Ça a été une réforme qui a secoué beaucoup de pays de par le monde, et elle était véritablement porteuse d'une promesse de démocratie. Mais en fait, les communistes ne veulent pas faire ça, d'accord? C'est là où, après le ressentiment, on peut parler d'un autre livre que nous avons fait, c'est-à-dire de l'État servile et de Belloc. Les communistes ne veulent pas de petites propriétés. Ils veulent la fin de la propriété privée. D'accord? Faut être bien c'est là où ils rusent, et ils ont souvent capté justement le mécontentement des petites gens et de ceux qui n'avaient rien. D'accord? Ceux qui n'ont rien, d'accord, on pensait que grâce aux communistes, ils allaient finir par avoir quelque chose, un petit lopin de terre, quelque chose. En fait, et c'est là où ils se sont fait avoir, parce que en fait, le Parti communiste ne leur a pas distribué des terres ou une certaine propriété sur quelque chose, en fait. En Union soviétique comme ailleurs, le Parti communiste, la nomenclatura, a mis la main sur l'économie dans son ensemble. Elle a nationalisé tout, elle a collectivisé les terres, et les paysans se sont retrouvés à travailler pour les fermes d'État, et les ouvriers se sont retrouvés à travailler pour les usines d'État. Point. Donc il y a eu une sorte d'instauration du travail forcé pour tout le monde, et pas de petites propriétés, d'accord? Ça, il faut comprendre qu'un des mensonges fondamentaux du communisme, c'est
c'est que ça a été de capter la volonté de ceux qui n'avaient rien, d'obtenir quelque chose, et ils ont capté ça, ils ont menti. Vous pouvez voir cet exemple très merveilleux, on peut dire artistiquement, de propagande, qui est le film Octobre d'Eisenstein, qui est cinématographiquement très intéressant, mais du point de vue du contenu, est un pur spot de propagande d'1h40, avec la belle musique de Shostakovich d'ailleurs. On voit dans ce film, par exemple, qu'ils leur promettent la paix, le pain et la terre, les grandes promesses de Lénine, pour avoir le soutien des paysans. Bon, ils n'auront ni pain, ils auront la famine, ils n'auront pas la paix parce que ça va être la guerre froide et toute la guerre continuelle contre l'ennemi d'intérieur et l'ennemi extérieur. Et donc, ils n'auront pas de terre non plus, d'accord? Ils n'auront ni du pain, ni de la terre, ni de paix, en fait. Mais on leur promet ça. Ça, c'est aussi le rapport mensonger au langage, en fait. C'est cet aspect uniquement instrumental du langage. Qu'est-ce qu'on peut raconter et comment ça va prendre? Je vais peut-être me faire l'avocat du diable avant qu'on aille un peu plus loin. Moi, ce que je vois, c'est que beaucoup de gens te disent « Ah, mais à ce moment-là, ce qui s'est passé, la nationalisation, etc., c'était pas le vrai communisme, en fait. Et c'était juste une manière de préparer le terrain pour que les gens soient enfin prêts à être de bons petits propriétaires dans un... Enfin, pas propriétaires du coup, mais de bons petits... on va dire, autonomes, qui avaient leur propriété personnelle, qui avaient leur capacité de s'entraider pour générer des ressources, etc. Moi, j'ai toujours l'impression, si tu veux, que toi, ce que tu appelles une ruse, en fait, c'est là où il y a une sorte de petite joute verbale compréhensible entre les deux bords politiques, c'est que ce que toi, tu appelles une ruse, eux l'appelleront un dévoiement du communisme a posteriori, parce que au moment où ça s'est produit, en général, ils t'expliquaient la main sur le cœur que c'était là la vraie et la seule manière de faire le communisme, mais a posteriori, ce n'est plus le vrai communisme. Et comment tu attrapes cette espèce de... Non, mais je pense que ça, c'est juste qu'il se cache derrière le doigt. Si on parle d'abolir la propriété privée, ce qu'a fait Staline en découlakisant, il a appliqué le programme communiste. Il a éliminé la propriété privée de la terre, il a éliminé physiquement les petits propriétaires terriens, il a éliminé les koulaks, et il a mis en place un programme communiste. Il a collectivisé les terres sous la férule du parti qui n'a pas fait de quartier. Point. Donc moi j'aimerais bien qu'on m'explique en quoi ce n'est pas l'application du communisme, en fait. D'accord? C'est tout à fait fidèle à la notion même d'abolition de propriété privée. Point. Donc, ceux qui prétendent que la découlakisation ne serait pas fidèle au communisme, c'est à eux de montrer qu'elle n'est pas fidèle. Je veux dire, c'est à eux de montrer que tu peux abolir la propriété privée autrement. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique comment tu abolis la propriété privée sans faire ça, en fait. C'est tout. Alors, ça fait partie des trucs, j'allais en parler aussi tout à l'heure, mais je me suis dit que j'allais te laisser dérouler parce que c'était bien formulé ce que tu as proposé. Moi, j'ai l'impression que, si tu veux, il y a plusieurs étapes. Il y a la première étape, dans les communistes, tu as la frange un peu... j'ai envie de dire un peu niaise. Enfin, j'essaie de trouver un terme plus gentil, mais j'en ai pas trop sous la main. Qui se dit... Ah, mais en fait, les gens vont renoncer d'eux-mêmes à ce qu'ils ont mis une vie à épargner, à mettre de côté, à faire fonctionner, etc. Toi, par exemple, tu as créé une petite PME qui édite des bouquins, alors qui te permet même pas d'en vivre très largement. Mais enfin, bon, voilà, tu as créé quelque chose. Et si Yann Brossa vient te voir en te disant que demain, les petits oiseaux vont se mettre à chanter pour te faire plaisir et que ce sera fantastique et tout ça, eh ben, tu accepteras
dans un pur geste de grandeur d'âme, de renoncer à tout ce que tu possèdes, en fait. J'ai l'impression qu'il y a une partie des communistes qui pensent vraiment, en fait, que des gens vont juste dire « Ah ouais, c'est vrai, ça fait 40 ans que je me casse les pieds pour fabriquer un truc. Ah non, mais c'est vrai, je vais arrêter tout ça. Je le rends à la communauté, partagez-vous ce que j'ai fait, etc. » Et bon, en fait, comme ça ne se produit pas, et très rapidement, on passe à des expropriations, parce que, en fait, quand les gens ne veulent pas renoncer d'eux-mêmes à avoir quelque chose encore une fois, qu'ils ont passé des années à mettre en place, fatalement, il faut le leur voler, en fait, tout simplement. Oui, ça s'appelle nationaliser. Les nationalisations. Oui, le souci est que derrière, après ces nationalisations tonitruantes, après cette abolition de la propriété privée, dans les faits, il faut faire tourner ces usines, il faut faire labourer ces champs, il faut faire quand même, produire. D'accord, je rappelle que la grande prétention du communisme, c'est de faire mieux que le capitalisme. D'accord, quand même, la grande prétention de certains théoriciens du communisme, c'est de dire le capitalisme est organisé d'une façon irrationnelle parce qu'il y a des surproductions, il y a des choses qui ne vont pas, il y a plein de trucs, il y a du gaspillage, etc. Et nous, quand on fera ça d'une façon beaucoup plus rationnelle, ça sera l'abondance sur Terre. Et tu as exploré beaucoup cette idée et tu l'as démolie dans un certain nombre de vidéos. Mais il y a quand même cette idée que donc, celui qui fera tourner l'usine, ça sera le propriétaire de l'usine. D'accord. En fait, là, de facto, donc c'est ce qui s'est passé dans l'Union soviétique ou ailleurs, c'est-à-dire que la nomenclatura, qui n'a pas un titre de propriété réel comme dans une société bourgeoise sur cette usine, mais de facto, elle fait tourner l'usine et du coup, et aussi, elle engrange les bénéfices parce qu'elle va avoir un circuit parallèle de magasins, elle va avoir les dachas, elle va avoir plein de choses qui seront réservées économiquement pour elle. Donc, il y aura quand même un surplus. Donc un profit en fait dont elle se gavera. Donc concrètement, il y aura quand même une propriété. Alors nominalement, elle est au nom du peuple ou du prolétariat ou conduire. Ça c'est sur le papier, d'accord. Ils le font au nom du prolétariat, mais bien concrètement, tous les prolétaires savaient très bien que oui, c'était les apparatchiks et c'était comme une sorte de nouvelle caste. Et que c'était eux qui étaient les propriétaires de facto. Alors pas de jure, d'accord, parce qu'ils étaient dans un monde fantasmatique où ils détenaient ça du prolétariat comme ça, mais pas parce qu'ils avaient un droit de propriété garanti par la loi. Et d'ailleurs, mais c'est pour ça qu'ils ne pouvaient posséder ça que sous forme de classe d'apparatchik d'ailleurs. Enfin, tout ça, d'ailleurs, je vous renvoie cette analyse, je la sors, je l'ai pas faite moi-même, elle est déjà vieille, elle est vieille de 70 ans peut-être maintenant. Elle apparaît dans la Société du spectacle de Guy Debord. Pour quand même expliquer que j'ai fait. Mais tu l'as vraiment lu ou tu le cites comme ça, hein? Je l'ai vraiment lu et je l'ai même traduit en roumain, d'accord, pour ceux qui voudraient m'attaquer là-dessus. Donc, et je l'ai fait au millénaire dernier, en fait, en plus. Donc, bon. Alors, maintenant, voilà, cette histoire voilà, le communisme est criminogène parce que l'abolition de la propriété privée signifie spoliation. Point. C'est tout. Je pense que c'est ça ce qu'il faut dire à tous les communistes qui vont vous dire mais non, c'est pas, ça va pas mener au crime, ça mène pas au crime. Si, le communisme, en tant qu'abolition de la propriété privée, mène au crime parce qu'il veut dire spoliation. Et que ces spoliations, ensuite, elles sont faites d'une façon arbitraire, elles sont faites au début. Bien sûr, ça commence par les gros trucs, mais en fait, le parti n'a pas de limite. Il finira par prendre enfin, les apparatchiks finiront par prendre tout ce dont ils auront envie. S'ils auront envie de prendre l'appart d'un gars, ils finiront par prendre l'appart d'un gars. Donc, c'est ça ce qui s'est passé. Et donc, c'est pour ça que donc, le communisme est vraiment criminogène. Et c'est là où je trouve... Enfin, il est abject parce qu'il est la perversion d'une idée généreuse, d'une volonté de justice, en fait. D'accord ?
C'est ça ce qui est abject, en fait, dans l'idée communiste. Et parce que l'envie et la volonté de voler, en fait, se donnent pour un projet de justice. En fait. C'est tout. C'est ça ce qui se passe. Et bien sûr, avec les inversions accusatoires classiques. C'est les capitalistes qui se font spoliateurs, c'est les capitalistes qui ont volé. Enfin, tout est fait pour dire que, ben non, nous, on ne fait que rétablir la justice. On ne vole pas, on n'est pas envieux, on ne spolie pas. Les spoliateurs, c'est les capitalistes. Voilà. Oui, alors à ce sujet, il se trouve que nos comparses un petit peu hallucinés de chez Chris et Padu Team se sont fendus d'une petite remarque. J'ai vu passer un extrait il y a quelques jours là sur le fait que voler dans des magasins pendant des émeutes, en fait, oui, pour les bourgeois, c'était le chaos, mais pour ceux qui étaient en train de voler, c'était une lueur d'espoir. Et enfin bref, c'est incroyable parce que c'est des gens qui se donnent souvent pour des grands philosophes et qui, en fait, en sont à dire des telles banalités qu'ils découvrent que waouh, en fait, une situation a au moins deux points de vue possibles. C'est incroyable. La personne qui se fait voler peut ne pas ressentir la même chose que la personne qui vole. Grande et puissante pensée et introspection. Oui, mais celle qui possède est déjà un voleur. Et si on vole celui qui possède, on ne fait que rétablir la justice. C'est ça. Oui, je sais. J'ai bien compris que l'argumentaire, c'était ça. Malheureusement, oui. Mais d'où au passage tout un exercice que tu as peut-être déjà constaté par tes nombreuses discussions avec les communistes, mais je ne sais pas si tu as remarqué cette espèce de systématique tentative d'inversion qui consistait à t'expliquer que, en fait, avant de pouvoir parler des morts du communisme, il fallait d'abord parler des morts du capitalisme, et que, en fait, les spoliations organisées par les très grands capitalistes étaient responsables de nombreux morts qu'on n'avait jamais vraiment dénombrés jusqu'à présent, parce que on sait très bien qui possède les moyens d'informer, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, tu as toute une sorte de théorie comme ça. Encore une fois, les deux énergumènes que je citais à l'instant se sont posé la question pas plus tard que ce matin que de savoir, mais au fond, qu'est-ce que c'est un mort en fait? Et donc ils avaient l'air de trouver que c'était une excellente manière de répondre au fait que le communisme avait pu déclencher éventuellement des massacres. On en vient à essayer de se demander si un mort est un mort. Bon, je voudrais juste avancer sur un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure. Je sens que je n'ai pas apporté là une très grande contribution, mais j'en avais une en tête, donc c'est pour ça que je t'ai interrompu aussi. Ouais. C'est en fait, je crois que c'est important de signaler aux gens que les définitions qui sont utilisées sont non contractuelles en fait. C'est exactement comme dans la pub, quand on vous dit photo non contractuelle, c'est pareil dans les définitions. Quand on vous dit que on va prendre aux ultra riches spoliateurs, aux grands capitalistes, tout ce que vous voulez, en fait, la définition d'un grand capitaliste, elle peut être amenée à varier infiniment d'un jour au suivant. Et il n'y a pas de définition qui soit définitive et absolue. En fait, il n'y a aucune limite intrinsèque à ce mouvement. Donc, si demain une fois qu'on a supprimé tous les milliardaires, tout ce qui reste ce sont des millionnaires, le grand capitaliste deviendra un millionnaire. Et si après-demain ce sera tous les gens qui possèdent 50 000 euros, ça sera tous les gens qui possèdent 50 000 euros en fait. La roue continuera d'avancer et d'écraser sur son chemin des entre guillemets grands capitalistes qui seront en fait de plus en plus petits. Oui, les pauvres koulaks qui sont passés il y a 100 ans étaient pas spécialement millionnaires. Hein. C'était des petits paysans qui avaient bien travaillé leur lopin de terre et qui avaient sorti la Russie d'ailleurs de la crise noire dans laquelle l'avait plongé la guerre civile. Non, c'était des petits travailleurs qui heureux justement d'avoir une terre à eux, l'avaient bien mise à profit en fait. Donc mais ils étaient pas devenus des grands latifundiaires, bref. Mais ça c'est
Oui, mais je voulais rebondir sur cette histoire des morts du capitalisme et voilà, ce parallélisme que font certaines personnes un peu hébétées. C'est, premièrement, enfin, bon, il y a une histoire de nuance entre quelque chose qui est un projet politique et quelque chose qui arrive, bon, parce que le monde est tragique, parce qu'il y a des ressources limitées, parce que, voilà, parce parce qu'on les distribue sûrement mal, parce que, bref, parce qu'il y a des ratés. Il y a une différence entre les ratés du monde, que le monde n'est pas idéal, d'accord? Le monde n'est pas idéal. Il y a des ratés, il y a des abus, il y a des connards, il y a des failles, d'accord? Ça, c'est une évidence, d'accord? Mais ça, c'est pas la même chose que de dire qu'on organise une famine, qu'on fait l'Holodomor, qu'on déporte 50 millions de personnes, d'accord? Quand on fait un sacré effort pour mettre un quart de sa population dans le goulag, bah, ça, c'est un vrai projet, d'accord? C'est pas la même chose que de faire des procès à des gens et de les envoyer au bagne en les condamnant durement pour certains crimes qu'ils ont faits, d'accord? Parce que donc, de là, je voulais en venir au fonctionnement même, je veux dire, d'une société libérale versus la société communiste, d'accord? Parce que j'ai l'impression que les jeunes gens qui nous écoutent, ou en tout cas, il y a des choses qui leur semblent tellement évidentes qu'ils ne peuvent pas comprendre une société où elle ne l'est pas, en fait. Et je vais commencer par le fait assez évident que la plupart des gens, quand même, se sentent en sécurité, qu'ils peuvent pas être mis en prison d'une façon arbitraire n'importe quand, à n'importe quelle heure, d'accord? Ça, je veux dire, cette sécurité-là, cette évidence-là, eh bien, c'était pas du tout une évidence dans les régimes communistes, d'accord? Il faut bien comprendre que la peur d'aller à la Bastille, parce que voilà, les Français, on a cette grande fierté nationale d'avoir pris la Bastille comme synonyme de l'arbitraire royal, voilà, le roi pouvait envoyer avec ses lettres de cachet n'importe qui là-bas. On sait très bien que le jour de la prise de la Bastille, il y avait 3 pecnos là-dedans, il n'y avait pas grand monde et que c'était... Enfin bref. Mais en tout cas, voilà, c'était le symbole. Bon, ce symbole-là, bah, oui d'accord, c'est le symbole de l'arbitraire royal, de l'arbitraire d'un pouvoir despotique étatique. Ben, je suis désolé, mais les régimes communistes étaient arbitraires, despotiques et envoyaient les gens en prison sans aucun procès et sans aucune possibilité de faire appel. Les avocats t'enfonçaient encore plus que les procureurs. Donc, enfin, il y avait pas une garantie minimale, de certaines évidences pour les Occidentaux. D'accord, je tiens à rappeler, d'ailleurs, peut-être certains se souviennent, en tout cas pour la grande tradition libérale qui nous vient des Anglais, en fait, elle a été, comment dire, gravée pas dans le marbre, mais en tout cas dans la loi, par 2 grands textes qu'il est important de rappeler, que jamais les soviétiques et jamais les... Voilà, premièrement par la grande charte, la Magna Carta qu'on appelle en fait, qui date déjà de 1215, d'accord, c'est Jean Santerre, c'est Philippe le Bel, si je me souviens bien l'histoire de France. En tout cas, on est à l'époque où bref, le pouvoir royal en Angleterre a été limité et a empêché le roi de lever des impôts sans l'autorisation du Conseil, c'est-à-dire du Parlement en quelque sorte, et a octroyé certains droits à l'Église et aux villes, etc. Et il y avait surtout une garantie très importante. Donc, je parle, c'est 1215. Hein. En 1950, c'était pas ça en Union soviétique. Donc il y avait une garantie juridique pour les hommes libres. Nul ne peut être arrêté, emprisonné ou exilé sans jugement légal de ses pairs. D'accord ? Ça, c'est un truc, enfin, une évidence, on va dire, en Occident. D'accord ? Bien sûr, ça ne veut pas dire que ça a toujours été appliqué, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des abus, encore une fois. Ça ne veut pas dire que ce machin-là a été automatiquement appliqué tout le temps, mais il y avait un engagement qui a plus ou moins été tenu à travers les siècles à partir de 1215, d'accord ? La constitution de l'Union soviétique, elle n'a jamais été appliquée, point. la fameuse... bref, ils ont... Et ce fameux procès, donc les procès justes, d'accord, n'existait pas en Union soviétique, d'accord ? Et deuxième acte important, encore une fois dans la tradition libérale, c'est l'habeas corpus. Très important ça, l'habeas corpus. L'habeas corpus, ça veut dire que tu
tu peux pas être détenu d'une façon arbitraire. Si la police t'arrête, autrement dit, si la police t'arrête, tu dois être présenté devant un juge, d'accord, voilà, après la garde à vue. C'est pour ça qu'on te dit la garde à vue a été prolongée de 24 heures. Enfin, tu as une garde à vue, mais ensuite, tu dois être présenté à un juge. On doit te dire, voilà, tu es inculpé pour telle ou telle chose. On ne peut pas te garder au cachot pendant 4 ans et on verra après, peut-être un jour, on te fera un procès. D'accord ? Mais et ça c'est vraiment, enfin, c'est fondamental pour une société libre. D'accord ? C'est fondamental pour... et ça nous semble une évidence. Ça nous semble une évidence que le système juridique, ben voilà, il fonctionne comme ça. Eh oh, réveillez-vous. C'est une exception dans le monde, d'accord ? C'est pas comme ça. Les États dictatoriaux, ben, ils te foutent au cachot et puis tu peux attendre 40 ans, d'accord ? Et ils ont encore littéralement des oubliettes, hein, d'accord ? Les oubliettes, c'est les fameux trous là que vous avez peut-être vu visiter dans des musées. Mais non, mais les oubliettes, ça existe toujours, d'accord, dans certains pays. Parce que s'il n'y a pas l'habeas corpus, non, la police t'a arrêté parce qu'un fonctionnaire, tu as déplu à un fonctionnaire, le mec qui t'a mis en prison. Et puis, rien ne l'oblige à te présenter à un juge. Et tu croupis en prison parce que le petit potentat local, c'est ce qu'il voulait, en fait. Et ta famille ne sait même pas où tu es. Parce qu'il y a ça aussi. Oui. C'est-à-dire que, en fait, rien n'est transparent au point que même tes proches ne savent pas ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec toutes ces descriptions en URSS en particulier de gens. On leur dit, mais vous savez où le voisin est passé, personne ne sait, tout le monde se regarde du coin de l'œil d'un air de dire, il s'est peut-être passé un truc, et en fait personne n'est au courant, quoi. Et même s'il le savait, le voisin en question peut-être ne le dirait pas de peur que lui-même se fasse embarquer. C'est ça. Oui, donc ça, c'est tout cet arbitraire du pouvoir soviétique. Bon, je veux dire, ça a été longuement étudié par Hannah Arendt en particulier, mais en tout cas, bon, c'est longuement étudié. C'est absolument abject. C'est absolument, c'est horrible. C'est le terrorisme de la Révolution française étendu sur 70 ans, en fait, parce qu'on oublie que l'Union soviétique, ça dure quand même à peu près 70 ans. Donc, et c'est ça qui a rendu le communisme criminogène, d'accord ? C'est l'abolition réelle de ce qui vous semble une évidence, à savoir que voilà, vous allez avoir droit à un avocat, à un juge, à un procès équitable, etc. Non. Ça existait pas en Union soviétique. Vous, le kidam moyen, là, qui pensait que le communisme, c'est génial, que c'est la liberté et tout, mais non, c'est la base de ce qui vous semble génial, ce que vous avez aujourd'hui dans un pays qui a ses problèmes, bien sûr, mais en tout cas... qui essaye de maintenir une certaine liberté concrète. La liberté concrète, c'est avant tout le droit à un procès équitable, le droit à ne pas être mis en tôle par n'importe qui parce que tu as un apparatchik qui a décidé ça, ou tout simplement parce que l'appareil décide de purger 3000 personnes de telle ethnie, parce que c'est sur des bases ethniques, ça peut être sur des bases ethniques, ça peut être sur des bases sociales. Mais les grandes purges, la grande terreur, personne ne savait qui allait disparaître du jour au lendemain, en fait. Et bon, voilà. Ça, c'est pour comprendre pourquoi, encore une fois, le communisme est criminogène. Alors ça, c'est un deuxième chaînon du raisonnement. Si on veut spolier, on doit mettre en place une dictature, dite dictature du prolétariat, mais qui est une dictature d'un parti unique, en fait, qui règne au nom du prolétariat, qu'il prétend représenter, bien sûr. C'est un peu sur le modèle de la Convention nationale française qui prétendait diriger la France au nom du peuple français. C'est tout le problème de la représentativité dans la démocratie représentative. Quand tu as un corps qui est convaincu d'être une partie qui est aussi grande que le tout, ça c'est tout un truc en philosophie politique qui pose des tas de problèmes, parce que voilà, je rappelle qu'en théorie la démocratie n'est pas faite pour un pays de 60 millions de personnes, c'était fait pour les petites cités athéniennes qui avaient, maximum, Athènes avait quoi, 100 000 personnes peut-être à l'apogée, 100 000 citoyens, et encore, donc c'était, voilà, une petite parenthèse sur l'histoire des idées politiques. Mais en tout cas, la représentativité, voilà, le chaînon. Le communisme, ça veut dire abolition de la propriété privée. Ça se passe comment ? Vous avez un groupe décidé de révolutionnaires professionnels
unis par une discipline de parti qui prend le pouvoir, qui fait un coup d'État, qui prétend être les ouins du prolétariat, qui agissent en son nom, et qui, en son nom, spolient, font ce qu'ils veulent, d'accord ? Et il n'y a pas de possibilité de faire appel, ok ? Si vous vous retrouvez devant la grande machine du parti, vous ne pouvez rien faire. Et vous êtes même obligé, justement, de confesser des crimes imaginaires, d'accord ? Ça va être les fameux procès de Moscou, par exemple, etc. Mais toute cette machine qui va vous obliger même à raconter n'importe quoi, que 2 et 2 font 5, d'accord ? C'est comme l'explique Orwell dans 1984. Il n'y a pas de possibilité de faire appel. Il n'y a pas de justice, voilà. Tel que tout le monde la comprend spontanément, vous n'avez pas le droit à un procès juste. Point. C'est exactement le procès de Kafka, version XXL, où l'avocat, je ne sais pas si tu te rappelles de ce passage dans le procès de Kafka, où l'avocat lui explique qu'il doit d'abord admettre le crime avant de pouvoir éventuellement obtenir des remises de peine pour bon comportement ou je ne sais pas quoi. Enfin, en gros, la logique est complètement arbitraire et elle échappe on va dire, à la justice telle qu'on l'entend dans n'importe quel sens philosophique élémentaire, quoi. Oui, et je voudrais élaborer après tout là, tu vois, ça c'est le lien avec le matérialisme en fait de ce système. Et là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a gommé, le fait qu'il n'y ait pas de procès en fait équitable, ça va de pair avec l'idée que le communisme est matérialiste. C'est-à-dire qu'en fait qu'il traite la liberté humaine comme une simple illusion. Je simplifie très vite. Mais en fait, ça se voit très bien dans le cas du procès justement, parce que qu'est-ce que c'est qu'un procès ? Normalement, un procès équitable, c'est justement un endroit où tu exposes tes motifs. On s'intéresse au pourquoi tu as fait telle chose. Et on juge si tu étais, premièrement, d'abord responsable, bien sûr, si tu étais en pleine capacité d'accomplir tes actes. Et puis après, on voit si on te déclare irresponsable ou pas. Et ensuite, si tu es responsable, ben oui, on va t'écouter, tu vas faire une plaidoirie, on va expliquer. Donc, c'est une histoire de raison. Donc tu avances des raisons et on juge les raisons que tu as et on juge ce que tu as fait. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut se passer que parce qu'on considère que tu es une personne qui a, bien sûr, un noyau de liberté. D'accord ? Sinon, il n'y a pas de raison de faire un procès. Et le fait qu'il n'y ait pas eu de procès, justement, dans les pays communistes, c'est parce que, de procès équitable en tout cas, c'est parce que c'est aussi une conséquence du matérialisme, du fait de traiter la liberté comme une simple illusion, d'accord. C'est pour ça qu'on a parlé d'ailleurs d'ennemis objectifs et de coupables objectifs, des gens qui étaient désignés coupables parce que, du point de vue théorique, ils étaient réactionnaires ou ils étaient du mauvais côté de l'histoire, peu importe leur motivation subjective, peu importe leur désir, peu importe qu'ils aimaient Staline, peu importe qu'ils soutenaient le peu importe, c'est objectivement. Donc, on ne prenait pas les traiter objectivement comme des ennemis, ça veut dire qu'on ne prenait pas en compte leur intériorité, leur motivation réelle. Donc, c'était une application directe du matérialisme. Oui, ce matérialisme qui nie en fait toute une partie de la liberté d'agir des individus, de la liberté de ne pas céder à des tentations, par exemple, et qui, en fait, une fois qu'on l'a enlevé, veut dire que tout s'explique par des raisons qui sont purement comptables, quasiment. Hein. C'est parce que c'est ce qu'on avait un peu déjà, je crois, analysé dans une autre discussion, il me semble, où on avait expliqué que dans une certaine perspective des matérialistes contemporains, je crois que c'était les agissements de la Zawaprod, c'était une histoire de est-ce que tu es en position de pouvoir qui te permettrait d'avoir des agissements. C'est ça. Et ce qui retire complètement toute la dimension en fait des qualités humaines de la personne individuelle en fait. C'est que c'est pas juste un pion dans une machine qui pourrait être remplacé par un autre pion qui serait tout aussi défectueux parce que c'est la machine elle-même qui est défectueuse. C'est pas ça. C'est en fait il y a des pions qui sont meilleurs que d'autres. Il y a des pions qui sont animés par des volontés ou des sentiments ou des idéaux qui sont plus nobles que d'autres en fait. Et tout ça disparaît effectivement dans ce matérialisme-là. Oui, ça disparaît. Et c'est pour ça que d'ailleurs les êtres humains finissent par être traités comme des machines jetables dans ces systèmes-là, parce que
il n'y a pas de respect de la sacralité de la vie humaine. En fait, d'accord ? Et la vie humaine ne peut être sacrée que parce que il y a un noyau de quelque chose qui n'est pas d'ici-bas, qu'on pourrait dire. Et ce noyau-là, chez l'homme, c'est la liberté, d'accord ? Ou on peut dire c'est son âme, en fait. D'accord ? C'est-à-dire, grosso modo, tout ce qu'il peut faire parce qu'il le décide, parce qu'il pense, parce qu'il se décide d'après des raisons, librement, en fait. D'accord ? Je vais dire peut-être une banalité, mais c'est quand même ça qui fait le sel de l'existence et la beauté de la vie, c'est que justement, eh bien, nous avons des amours, nous avons des amis, et nous avons nous entretenons des relations libres, justement, et parce que ces relations, si elles n'étaient pas libres, ça leur ôterait toute leur beauté. Si on n'était pas libre, la loyauté n'aurait pas de valeur, la fidélité n'aurait pas de valeur, l'amour n'aurait pas de valeur. Toutes ces choses qui font la beauté de l'existence, sans la liberté fondamentale de l'individu, ne sont que des illusions. Et beaucoup de gens cyniques peuvent soutenir qu'elles sont des illusions, d'ailleurs. Et un certain marxiste réductionniste va le soutenir, que ce sont des choses qui flottent par-dessus la structure matérielle réelle qui compte. Que ce ne sont que une sorte de superstructure, comme disait le jargon marxiste, totalement illusoire. Mais et que c'est faire de l'idéalisme que de prendre tout cela au sérieux. Or, si on balaye cet idéalisme-là, en fait, la conséquence du matérialisme, donc, eh bien, c'est qu'on va finir par traiter les individus comme des morceaux de bois jetables. Et donc, c'est aussi, c'est ça, ce matérialisme-là est criminogène, voilà. Parce que il ôte la pointe de sacré qui existe dans chaque individu. Oui, je sais plus, il me semble, on a peut-être des citations qui pourraient nous permettre d'offrir une petite bouffée d'air aussi, peut-être à nos auditeurs sur ça, mais c'est peut-être Scruton en a parlé, je crois, non, de ça Oui, Scruton, oui, le livre que je suis en train de finir sur le désir sexuel, donc parle beaucoup de cela. En fait, s'insurge énormément contre le réductionnisme de type marxiste, mais pas que. Oui, c'est Scruton, encore une fois, c'est un grand hommage qu'on doit lui rendre parce qu'il a vraiment lutté personnellement contre le communisme finissant. Bon, il ne savait pas qu'il était finissant dans les années 80 quand il a pris les armes intellectuelles contre lui, mais il s'est pas épargné pour essayer de maintenir la flamme au-delà du rideau de fer. Mais oui, en tout cas, voilà, c'est qu'il faut ça c'est encore un chaînon du raisonnement. Le communisme est criminogène parce que il veut abolir la propriété privée. S'il veut abolir la propriété privée, il met en place une dictature spoliatrice d'une caste qui se prétend agir au nom des damnés de la terre et qui finit par les damner encore plus, et surtout qui traite tout le monde comme étant uniquement des animaux jetables et qui atteint donc à la sacralité de la vie humaine et de l'intériorité psychique aussi, d'accord ? Il n'y a pas de respect pour la vie humaine et d'ailleurs c'est pour ça que ils ont appliqué. Enfin, on oublie aussi que tout l'usage de la torture, d'accord ? Tout l'usage de la torture fait par le KGB, etc. Tous ces usages-là et à un but purement sadique, hein, d'accord ? C'était pas de la torture qui avait un but rationnel pour extraire, je ne sais pas quelle information cruciale, où il y a eu tout un aspect extrêmement sadique du système du goulag qu'il ne faut absolument pas passer sous silence. Je veux dire, c'est Solzhenitsyn et Chalamov, que je préfère à Solzhenitsyn d'ailleurs, en ont longuement parlé dans leurs écrits à propos du goulag, donc qu'ils ont connu encore une fois directement, d'accord ? Il y a un autre aspect peut-être sur lequel tu veux dire un mot, enfin j'en sais rien, hein, mais c'est tout aussi la dimension de la rééducation peut-être.
Je pense que c'est un point parce que, tu vois, quand on dit les gens pourraient se dire qu'une fois qu'on a fait du matérialisme, du coup, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin peut-être d'intervenir sur la propagande, etc. Puisque soi-disant, toutes les idées, ça n'a pas d'importance. Mais en fait, en réalité, il y a quand même une intervention dans le monde des idées pour t'éduquer d'une certaine manière. Et si jamais tu dévies de la ligne du parti, pour te rééduquer. Et donc, il y a toute une logique aussi de dire, en fait, on peut très bien répéter un même message à l'infini, et les gens vont finir par y croire, peut-être par enfin, tout le travail qui a été fait sur Pavlov et les réflexes, et un petit peu le côté mécanique des pensées des gens. Je me souviens d'un livre d'un auteur russe, là, Le viol des foules par la propagande politique. C'est un peu, il me semble que c'est le début de l'époque soviétique, il me semble, à peu près. Oui, c'est Tchakotine, ouais. Serge Tchakotine. Il y a ça, et puis derrière, même dans les témoignages, moi j'avais lu un petit peu les récits d'un pasteur luthérien qui s'appelle Richard Wurmbrand, qui avait été enfermé dans les geôles de Roumanie, de la Securitate, et ben tu te retrouves avec ces haut-parleurs qui vomissent en boucle des phrases courtes à l'infini, en fait. Et oui, vas-y, je sais pas ce que ça t'évoque. Oui, bien sûr. La fameuse rééducation communiste, avant tout, c'est la fameuse rééducation par le travail, c'est-à-dire tout simplement du travail forcé, en fait, d'accord. Pour résumer que les soviétiques ont rien inventé, ils ont remis au goût du jour l'esclavage, en fait, d'accord, c'est tout. Hein. Le travail forcé, à des échelles, c'est sûr, les Chinois ont fait encore mieux, ils avaient encore plus de matériaux humains pour faire ça, mais c'était ça, et puis... donc avant tout, voilà, bien sûr, un abrutissement par l'effort physique. Et puis après, sur le domaine idéatique et mental, c'est pas vraiment de l'éducation. Ok, c'est du rabâchage, c'est avant tout, en fait, c'est avant tout une mainmise sur ce qui peut être dit, d'accord. C'est-à-dire, en fait, c'est l'obligation de parler la langue de bois, d'accord. En fait, dans le domaine de la culture, parce que c'est pas une vraie culture, justement, c'est pas une vraie culture de l'âme, c'est-à-dire que ce n'est pas véritablement structuré autour d'une méditation, d'une piété, d'un approfondissement d'une idée qui amène éventuellement vers un éveil spirituel et vers un déploiement des potentialités spirituelles, parce que c'est ça la culture, ok, véritablement. Il y avait tout simplement un lavage de cerveau, d'accord, ou une obligation de parler la langue de bois, c'est-à-dire en fait de se déshumaniser, d'accord. Là, Alain Besançon, on parle très bien de ça, en fait, l'obligation de... Le style, c'est l'homme, d'accord, comme disait l'auteur français, le style, c'est l'homme. Si tu obliges tout le monde à avoir le même style, justement, à parler une sorte de langue politiquement correcte, eh bien justement, tu uniformises, tu égalises, tu déshumanises, d'accord, tu réduis l'esprit à l'état de gramophone, comme disait Orwell. Donc, voilà, c'est ça la fameuse rééducation, c'est-à-dire d'arriver à extraire toute spontanéité, d'accord. Et là encore, spontanéité, c'est lié à la liberté, d'accord. La spontanéité, il n'y a rien de pire pour le régime communiste que la spontanéité, d'accord. Et c'est très drôle parce qu'ils prétendaient que les grandes manifestations qu'ils organisaient étaient spontanées, bien sûr. Mais la réelle spontanéité humaine, il n'y avait rien de plus horrible pour le système d'ailleurs même qu'un fidèle communiste vraiment spontanément enthousiaste. Bon, donc oui, ça c'est un autre aspect criminogène, oui, dans la culture, c'est-à-dire... oui, là, ce sont des vrais éteigneurs de l'esprit. C'était pas. Il y a eu des accomplissements culturels en Union soviétique, je ne dis pas le contraire, mais il y a eu beaucoup de propagande. Même, voilà, Eisenstein, c'est un gros morceau de propagande. Néanmoins, c'est un grand artiste aussi.
on peut regarder ces films comme des prouesses artistiques. On peut aussi ne pas être bête et voir à quel point c'est une réécriture propagandistique de l'histoire, même tragique, hein, parce que Octobre, le film, il y a eu plus de morts dans la reconstitution que lors de la vraie prise du Palais d'Hiver. En fait. C'est ça qui est le plus dramatique, c'est que pour faire le film, il y a eu plus de victimes que lors du vrai coup d'État d'octobre. Enfin bon, mais ça c'est voilà, pour l'anecdote tragique. Les morts du communisme, ceux-là, ou pas? Ils se sont sacrifiés généreusement sur l'autel de la patrie. Oui, parce que oui, alors il y a en effet, il y avait toute une rhétorique quand même, en tout cas du sacrifice. Ça, c'est vrai qu'il y avait toute une rhétorique. Je m'en souviens, en tout cas dans mon enfance, et elle est très présente dans l'idéologie communiste. Une rhétorique, oui, du sacrifice de l'individu à la communauté. Et d'ailleurs, c'est une rhétorique qu'on retrouve chez les nazis aussi, d'ailleurs. Le sacrifice de l'individu par rapport à sa communauté, c'est exactement la même chose. L'individualité doit s'effacer et on magnifie, on loue cette disparition, cet auto-effacement, ce dévouement. Et il y a eu des sortes de saints communistes dans ce sens-là, en fait, des gens qui croyaient à la cause et qui se sont sacrifiés pour ces idéaux, malheureusement, qui sont... Enfin, il n'y a pas de grandeur quand on se sacrifie pour une idole, en fait. C'est ça qui est triste. C'est que si c'est pas le vrai Dieu, on ne peut pas juste s'occuper de la grandeur du geste. Si tu fais des gestes magnifiques, mais finalement pour une cause qui est stupide ou voire criminogène, ben non, ton geste, il est malheureusement flétri par l'objet qu'il a, en fait. C'est malheureux, en fait, pour de nombreuses personnes qui ont cru à ces idéaux-là et qui y croient toujours. Et ce Yann Brossa, pour revenir à lui, voilà, il souffle à nouveau sur ces braises-là. Il aimerait bien qu'encore des tas de naïfs croient à l'idéal de fraternité humaine, d'égalité, d'égalisation et tout ça, pour bien sûr engranger les dividendes politiques de cela, en fait. Mais parce qu'il y a tout un... À mon avis, il y a tout un terreau, oui, effectivement, il y a des gens qui sont désintéressés et confondent, bon ça sera le sujet d'un prochain podcast sûrement, mais qui confondent l'aspiration au bien avec le désintéressement et le sacrifice d'eux-mêmes. Et ça, c'est une grande confusion. Je pense qu'une des... C'est pas très clair pour moi ce que tu entends par là, en fait. Bah, c'est-à-dire, beaucoup de gens pensent qu'on est quelqu'un de bien quand on est altruiste, en fait. D'accord ? On dit ça comme ça. Quand on s'occupe des autres, quand on ne se met pas en avant, quand on n'est pas égoïste. D'accord ? C'est un des reproches qu'on fait sans cesse aux fameux capitalistes, c'est qu'ils sont égoïstes. Voilà. Donc, grosso modo, qu'ils poursuivent leur intérêt bien compris. Ça d'ailleurs, c'est un reproche qu'ils peuvent faire même aux théoriciens de Adam Smith. Adam Smith disait il y a des vices privés, vertus publiques. D'accord, c'est une des grandes analyses sur le fonctionnement d'une société capitaliste, c'est que chacun poursuit son intérêt, essaye d'arriver à fabriquer des choses qui puissent se vendre, pour dire très, très vite, et que tout le monde apprécie. Et ben, chacun poursuivant son intérêt, ça contribue au bonheur général. D'accord, et ça se résume par vice privé, vertu publique. Bon. Donc, c'est une des grandes analyses d'Adam Smith. Bon, et je pense que beaucoup de gens considèrent que, non, il faut être désintéressé, et si on est désintéressé, si tout le monde était désintéressé, voilà, si tout le monde était désintéressé, on serait dans le paradis sur Terre, en fait. Et que le grand malheur du monde, c'est l'égoïsme, en fait. Et je pense que c'est vraiment faux. Mais ça sera je pense que c'est un sujet. Je suis en train de réfléchir. Ça me fait repenser, tu sais, à ces immortels débats sur les boutiquiers et je sais pas quoi. Il y a un peu cette idée que
tant que tu as fait tes choses sans en tirer un seul profit, alors c'est forcément bien. Et que c'est forcément pour le mieux. Alors que si tu essayais, par exemple, de rendre tes contenus attractifs, je dis n'importe quoi au hasard, parce que tu essaierais de vendre des livres de philosophie, hein, et ben d'un seul coup, ça serait forcément moins bien. D'un seul coup, tu te mettrais à produire des choses de moindre qualité, juste parce que c'est pour vendre des livres de philosophie ou que sais-je. Mais je pense que c'est très faux, parce que en fait, souvent, tu peux vraiment précisément te permettre de faire des choses un peu approximatives et un peu pas très qualitatives, précisément parce que tu n'as pas de contraintes ni de rentabilité, ni de même d'exigence de la part de ton audience, en fait. Si tu essaies de satisfaire des clients potentiels, si tu essaies d'attirer des clients potentiels, eh ben, tu t'imposes peut-être à toi-même des contraintes et des exigences que sinon tu ne t'imposerais jamais, en fait. Bon, on en reparlera peut-être le moment où on fera ce podcast, mais je sens qu'il y a des choses à raconter. Oui, pour dire très vite, non, mais ça, c'est beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'une chose peut tout simplement être utile à tout le monde, en fait. D'accord. Que le bien peut être vraiment commun. Que le bien commun, tu n'y arrives pas en renonçant à ton bien, en fait. Tu peux créer un bien commun, justement, parce que tu te dis, ah bah tiens, oui, on prend l'exemple, oui, on va faire un livre de bonne qualité, bien sûr, parce que ce livre fera plaisir au lecteur, et bien sûr aussi parce que ce livre, parce qu'on pourra le vendre à plusieurs lecteurs, peut-être que nous permettra de rembourser les frais de production. Et donc, tout le monde sera content. Mais bon, on en reparlera une autre fois. Mais je pense en même temps que le communisme, en tout cas, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le domaine de la morale, c'est-à-dire, et ça c'est quelque chose qui me passionne dans mes études personnelles, c'est le remplacement de la morale chrétienne, aristotélicienne, qui était orientée vers justement son propre bien, et donc il y a pas, c'est pas ni moral, ni égoïste, ni altruiste. L'altruisme est un mot qui a été inventé par Auguste Comte vers 1858, de mémoire, si je m'abuse. Donc c'est quelque chose de très récent, l'altruisme. On retrouve pas ça dans les textes avant Auguste Comte. Et je pense que l'altruisme a fait beaucoup de mal, parce que beaucoup de gens croient, pour dire très vite, tu vois, c'est dans la justice sociale. Beaucoup de gens raisonnent, ils voient une personne en détresse, et ils se disent, cette situation, ok, la personne est en détresse, si je suis quelqu'un de bien, je soulage cette détresse, point. Je me pose pas de questions, pourquoi la personne est en détresse, pourquoi elle en est là, je juge pas, voilà, je l'aide, voilà. Je pense qu'il y a énormément de gens qui ont été éduqués à croire que c'est comme ça que quelqu'un de bien agit. Ils ne se posent pas de questions, pourquoi cette personne est dans la mouise. Voilà. Alors qu'en fait, la question peut être beaucoup plus complexe. Parce que la personne peut être en détresse, parce qu'elle a fait plein de décisions erronées, parce qu'elle veut continuer à les faire. Et quand tu l'aides, tu peux être ce qu'on appelle en anglais un enabler, d'accord ? C'est-à-dire un facilitateur, je ne sais pas comment on pourrait dire ça en français, vraiment quelqu'un qui, un acolyte, en fait, quelqu'un qui, un complice, voilà, un complice. Grosso modo, la personne elle est triste parce qu'elle n'a pas bu son litron de rouge. Bon, tu lui achètes son litron de rouge parce que voilà, elle est en détresse. Bon, super. Mais en fait, les anglo-saxons sont pas mal là-dessus. Non, mais en fait, là, tu es un enabler. Tu es en train juste tu es un complice de son vice. En fait, tu devrais pas lui acheter son litron de rouge. Si tu te soucies de son bien, c'est un peu plus complexe que d'être altruiste, justement. Se soucier du bien d'autrui, c'est quelque chose d'un peu plus complexe que tout simplement lui soulager sa souffrance apparente, en fait. Mais bon, ça, c'est un degré de... Mais je pense que c'est très important dans la discussion entre le capitalisme et le communisme, cette histoire d'altruisme, justement, et d'égoïsme. Parce que c'est, à mon avis, c'est avant tout une corruption de la morale qui engendre les problèmes politiques. C'est pas pour rien qu'on a toujours lié la philosophie morale et la philosophie politique. Il y a toujours un lien entre les deux. Les conceptions du bien influencent les doctrines politiques. Si on se gourre, si on s'égare, si on se fausse
le bien, eh bien, les conceptions politiques qui en découlent aussi sont tordues. Eh ben, écoute, je crois qu'on a de la matière pour un autre podcast intéressant. J'espère que les gens nous ont écoutés jusqu'ici avec plaisir. N'hésitez pas à nous faire des retours, parce que c'est le premier épisode d'une nouvelle saison de podcast. Donc, allez-y gaiement sur les commentaires, les retours. Si vous trouvez Oui, que c'est le démarrage d'une saison, en fait. le format qu'on pourrait être l'annonce. amélioré, si vous voulez qu'on réponde à des questions, enfin n'hésitez pas, quoi. Donnez-nous des idées aussi si vous voulez. Pensez éventuellement à regarder aussi ce qu'on fait. Je pense que la plupart des gens qui sont ici nous connaissent déjà depuis un certain temps. On édite des livres de philosophie à la maison d'édition qui s'appelle Carmin, et c'est l'occasion, si jamais vous n'avez pas encore eu envie d'acheter un de nos livres, bah peut-être, vu qu'on a parlé ici du ressentiment principalement, peut-être commencer par celui-là. Alors c'est peut-être pas le plus simple, mais il est vraiment pile poil sur le sujet qu'on vient de traiter. Enfin, c'est la clé de voûte peut-être pour comprendre un petit peu pourquoi il y a des aspects du communisme qui n'ont rien de bêtement rationnel, et qu'il y a des tas de communistes qui en fait ont une démarche justement qui n'est pas motivée par des calculs de compromis mathématiques, de comment on va optimiser le bonheur de chacun, etc. Et beaucoup plus par de l'envie, de la jalousie, du ressentiment, des colères sourdes, des haines, des frustrations, et qui en général finissent par se déverser publiquement une fois que le chaos est suffisamment mis en place pour que tous les ressentiments puissent déborder. Voilà, dans une sorte de grande catharsis collective. Donc, je vous invite éventuellement à aller regarder ce qu'on avait fait avec le livre de Max Scheler. Oui, et puis c'est surtout quand les gens de bonne volonté ne répondent pas à cette montée du ressentiment. Parce que, en fait, ce que je souhaiterais qu'on fasse avec ce podcast, qui sortira vraisemblablement toutes les 2 semaines, c'est véritablement donner des armes pour contenir cette montée du ressentiment. En fait. Je suis un peu plus ambitieux que toi. J'ai envie que l'on contienne cette montée du chaos. C'est pas. On peut pas juste en rigoler et trouver que ce sont des hurluberlus qui racontent vraiment des cracks. Non, il faut vraiment faire en sorte qu'ils se taisent aussi. Justement. Qu'ils arrêtent de répandre leur venin, en fait. Bon, et ben voilà, ça sera le mot de la fin pour ce podcast. Merci de nous avoir écoutés encore une fois, et puis on vous dit à dans 2 semaines pour le prochain épisode.